La fin tragique de Cléopâtre est l'une des morts les plus célèbres de l'histoire. Mais peu de gens connaissent pas la vérité choquante sur ce qui s'est réellement passé lors de ces derniers instants. Cléopâtre est souvent dépeinte comme une séductrice royale égyptienne, célèbre pour manipuler des hommes puissants afin de servir son agenda politique. Mais un examen plus approfondi de sa vie révèle que cette image pourrait être une déformation. Elle était intelligente, compétente et très astucieuse sur le plan politique. Cléopâtre est née vers 69 ou 70 avant JC dans la grande ville d'Alexandrie, un centre culturel et intellectuel florissant. Son père était le roi Ptolémée Ier du XIIe, qui fut tellement impressionné par l'intelligence et les capacités de sa fille qu'il modifia son testament peu avant sa mort pour la nommer cohéritière du trône aux côtés de son frère Ptolémée Ier XIIIe. C'était une position inhabituelle pour une femme dans l'Égypte ancienne, mais la lignée de Cléopâtre laissait présager qu'elle était destinée à la grandeur. Elle appartenait à la dynastie Ptolémaïque, une famille de dirigeants grecs établis en Égypte. Le fondateur de la dynastie, Ptolémée Ier, était un général et un proche compagnon d'Alexandre le Grand. Après la mort d'Alexandre, Ptolémée prit le contrôle de l'Égypte et établit une nouvelle lignée royale. Cléopâtre comprit que pour devenir une représentante digne de cette puissante dynastie et la prochaine reine d'Égypte, elle aurait besoin à la fois d'éducation et de stratégie. Cléopâtre passa une grande partie de son enfance dans la célèbre bibliothèque d'Alexandrie. Son intelligence impressionnait ceux qui l'entouraient, et bien que le grec fût sa langue maternelle, elle entreprit d'apprendre de nombreuses autres langues, parlant soi-disant au moins 9 au total. Mais une langue en particulier avait une importance politique. Contrairement à ses prédécesseurs, Cléopâtre comprit l'importance de s'adresser directement à ces sujets. Elle devint la première dirigeante ptolémaïque à apprendre l'égyptien. Elle quittait fréquemment le palais pour parcourir le pays, s'adressant aux gens ordinaires dans leur propre langue. Cela eut des conséquences considérables sur sa popularité et son héritage. Le père de Cléopâtre mourut en mars 51 avant JC, et la jeune princesse monta sur le trône à environ 19 ans, régnant aux côtés de son frère, Ptolémée le XIIIe. Mais des tensions entre les deux frères et sœurs commencèrent bientôt à émerger. Leur règne débuta de manière chaotique. Leur père avait laissé derrière lui d'énormes dettes envers la République romaine. Et pour aggraver les choses, le Nil ne déborda pas autant que d'habitude cette année-là. Cela provoqua une grave sécheresse qui entraîna une famine dans toute la région. Mais Cléopâtre releva le défi de front. Elle joua un rôle actif dans la gestion des pénuries alimentaires, ordonnant aux greniers royaux de distribuer de la nourriture à la population affamée. Cela la rendit extrêmement populaire auprès du peuple. Ce fut le début d'une série de politiques qui allaient définir son règne. Mais sa popularité croissante ne plaisait pas à tout le monde à l'époque. L'Égypte était un royaume diversifié et multiculturel. En tant que reine et autorité religieuse principale, Cléopâtre supervisa la construction de temples pour les dieux grecs et égyptiens, et commanda même une synagogue pour la communauté juive d'Égypte. Mais sa popularité croissante parmi les masses augmenta les tensions au sein de la maison royale. Dès le 29 août 51 avant JCC, les documents officiels commencèrent à désigner Cléopâtre comme la seule dirigeante de l'Égypte, suggérant un fossé majeur entre elle et Ptolémée XIIIe. Ce fossé allait bientôt avoir des conséquences politiques. Peu de temps après, une guerre civile éclata entre les frères et sœurs et leurs factions rivales. Ce dont ils avaient besoin, c'était d'un médiateur puissant, et ils obtinrent le plus puissant au monde. Le conflit de Cléopâtre avec son frère dévasta la région, et il ne fallut pas longtemps pour que le chaos attire l'attention de nul autre que Jules César lui-même. César appela Cléopâtre et Ptolémée Ier XIIIe à dissoudre leurs armées et à faire la paix.
Mais Ptolemy refusa, et Cléopâtre vit une opportunité. Ignorant la demande de César, Ptolemy Ier XIII marcha sur Alexandrie. Cléopâtre tenta d'envoyer des émissaires pour plaider sa cause, mais cela ne la mena nulle part. Puis elle entendit quelque chose d'intrigant. César avait un faible pour les femmes royales. Alors, Cléopâtre élabora un plan audacieux et s'introduisit à Alexandrie sous le couvert de la nuit. Sans que son frère ne le sache, Cléopâtre parvint à organiser une rencontre secrète avec César. Une version de l'histoire prétend même qu'elle se fit introduire dans son palais enroulée dans un tapis. Habillée pour impressionner et connue pour son esprit vif, Cléopâtre réussit à charmer César. Quoi qu'il se soit passé lors de la rencontre, cela fonctionna. Peu après, Ptolemy le XIIIe découvrit que Cléopâtre rencontrait César et paniqua. Mais César, se référant au testament de leur défunt père, déclara devant le conseil dirigeant d'Alexandrie que les deux frères et sœurs devaient mettre fin à leur querelle et régner ensemble à nouveau. Ptolemy le XIIIe n'était pas d'accord. Il craignait, probablement à juste titre, qu'avec César de son côté, Cléopâtre prendrait le dessus. Confident de la taille de son armée, qui surpassait en nombre celle de César, il prit une décision audacieuse: attaquer. Ce choix déclencha un siège brutal d'Alexandrie, qui se prolongea jusqu'à l'année suivante. Cléopâtre resta avec César dans son palais pendant le siège, et les deux se rapprochèrent. César soutint Cléopâtre, et le couple fit des plans pour vaincre son frère une fois pour toutes. En mars 47, avant JT, les renforts de César arrivèrent enfin. Avec son armée renforcée, César repoussa les forces de Ptolemy le XIIIe en retraite. Essayant de fuir par le Nil, le bateau de Ptolemy fut poursuivi et finit par chavirer sous l'assaut des troupes romaines. Ptolemy Ier XIIIe se noya, et le chemin de Cléopâtre vers le trône était dégagé. Cependant, César avait encore une manœuvre politique à effectuer. Méfiant des réactions à la nomination d'une femme comme seule dirigeante, il nomma Cléopâtre co-dirigeante, une fois de plus, cette fois avec son frère de 12 ans, Ptolemy Ier XIVe. Cléopâtre ne semblait pas s'en soucier. Le garçon n'était en réalité qu'une figure de proue, tandis qu'elle détenait le véritable pouvoir. Mais Cléopâtre ne rentra pas précipitamment chez elle. À ce moment-là, il était clair qu'elle et César n'étaient pas seulement des alliés politiques. Ils avaient une liaison, un couple puissant pour les âges. Au lieu de rentrer dans la capitale, le couple aurait effectué une croisière tranquille sur le Nil. Les historiens débattent de la réalité de ce voyage, mais cela aurait eu du sens. César était célèbre pour sa fascination pour la géographie et son obsession de découvrir la source du Nil. Selon certains récits, ils voyagèrent à bord du Théos, une barge luxueuse construite à l'origine par l'ancêtre de Cléopâtre, Ptolemy IV. Ce palais flottant était énorme, mesurant 300 pieds de long et 80 pieds de haut, avec des salles à manger, des sanctuaires, des promenades et de grandes suites. Fait intéressant, Cléopâtre fut la seule dirigeante taméique à mettre son visage sur des pièces de monnaie. César fit de même et fut le premier dirigeant romain à le faire. Il est plus que probable que Cléopâtre l'ait inspiré. Ensemble, ils lancèrent une tendance mondiale qui dura des siècles. Il y avait autre chose qu'ils partageaient. Pendant la guerre civile, Cléopâtre n'avait pas fait beaucoup d'apparitions publiques. Étrange pour quelqu'un connu pour se connecter avec le peuple. Beaucoup pensaient que c'était parce qu'elle était enceinte. Le 23 juin 47, avant Giulace, elle donna naissance à un fils, Césarion, qu'elle déclara être l'enfant de César. Cléopâtre ne cacha pas la paternité de son fils, nommant officiellement César comme père. César, cependant, ne reconnut jamais publiquement le garçon, probablement parce qu'il était déjà marié à Rome, mais certains pensent qu'il l'a peut-être fait en privé.
Finalement, César dut rentrer chez lui. À la fin de 46 avant JC, Cléopâtre se rendit à Rome pour lui rendre visite, emmenant avec elle son jeune frère et co-dirigeant. Elle séjourna même dans la luxueuse villa de César. Pour Cléopâtre et César, ce fut un dernier moment de paix avant que tout ne change. Les tensions étaient déjà vives dans la République romaine, et la présence de Cléopâtre à Rome n'aida pas vraiment. Elle accueillit un flot constant de visiteurs officiels dans la villa de César. Mais tout le monde n'était pas charmé par la reine égyptienne. Un critique particulièrement virulent était le célèbre sénateur Cicéron, qui trouvait Cléopâtre arrogante et désagréable. Mais l'opinion de Cicéron à son sujet devint vite le moindre de ses problèmes. Le 15 mars 44, avant JC, les tristement célèbres Ides de mars, Jules César fut assassiné au Sénat romain. Soudain, la position de Cléopâtre devint extrêmement précaire. Espérant assurer un avenir à son fils, Césarion, Cléopâtre resta à Rome et tenta de le faire reconnaître comme l'héritier légitime de César. Mais sa campagne échoua. Le petit-neveu de César, Octavien, fut nommé son successeur officiel. Cependant, Cléopâtre utilisa peut-être ce moment de chaos pour affirmer son pouvoir. Peu après la mort de César, son jeune frère et co-dirigeant, Ptolémée Ier XIVisme, mourut subitement. La cause de la mort ne fut jamais confirmée, mais des rumeurs circulèrent selon lesquelles Cléopâtre elle-même aurait empoisonné le garçon. Quelle que soit la vérité, la mort soudaine de Ptolémée XIV ouvrit la voie à Cléopâtre pour consolider son emprise sur le pouvoir en Égypte. Cléopâtre savait que pour maintenir sa légitimité, elle avait encore besoin d'un co-dirigeant masculin. Son choix était évident. Elle nomma son fils Césarion comme nouveau co-dirigeant. C'était une manœuvre politique astucieuse qui renforça son contrôle dans une période de plus en plus volatile. Après l'assassinat de César, Rome plongea dans le chaos. Le second triumvirat, composé d'Octavien, Marc-Antoine et Marcus Lepidus, prit le pouvoir, déclenchant une guerre civile contre les assassins de César. Cléopâtre, toujours prudente, apporta son soutien au triumvirat, mais elle n'était pas pressée de s'engager trop dans leur cause. Les deux camps du conflit firent appel à elle pour une aide militaire. Cléopâtre ignora principalement les demandes des assassins de César, mais même avec le triumvirat, elle traîna des pieds, n'envoyant des troupes qu'une fois les pires combats terminés. Elle veilla à ne pas affaiblir ses propres forces. Malgré son hésitation, le triumvirat progressa. Marc-Antoine émergea comme la figure la plus puissante dans l'Empire romain oriental. Et bientôt, il convoqua Cléopâtre pour le rencontrer. Bien que leur rencontre fût politiquement nécessaire, Antoine avait clairement des motifs personnels également. Il ne cherchait pas seulement une alliance politique. Cléopâtre accepta, mais elle fut stratégique à ce sujet. Elle accueillit Antoine à bord de sa barge luxueuse pour 2 nuits de festins et de célébrations. C'était glamour, séducteur et hautement calculé. Cléopâtre savait exactement ce qu'elle faisait. Pour elle, Antoine n'était pas seulement un partenaire potentiel. Après César, Antoine était le Romain le plus influent, et Cléopâtre reconnut l'opportunité. Elle entama une liaison avec Marc-Antoine, non seulement par passion, mais dans le but de conserver son pouvoir. Leur relation était notoirement intense. À la fin de 40 avant JC, moins de 2 ans après leur première rencontre, Cléopâtre avait donné naissance à 3 enfants d'Antoine, des jumeaux garçons et une fille. Contrairement à César, Antoine reconnut publiquement les enfants comme les siens. Il n'avait vraiment pas le choix. Cléopâtre tenait toutes les cartes. Antoine avait désespérément besoin d'elle. Malgré ses victoires, son armée était en ruine, et Cléopâtre vint à son secours. Elle lui fournit 200 navires pour sa prochaine campagne, devenant essentiellement son sponsor militaire.
Les conquêtes d'Antoine lui permirent de reprendre les terres entourant l'Égypte. Et sous l'influence de Cléopâtre, il les céda à elle et à ses enfants, une décision connue sous le nom des donations d'Alexandrie. Ce fut une victoire majeure pour Cléopâtre, et elle ne fut pas timide pour la célébrer. Elle organisa une grande cérémonie pour annoncer son triomphe. Vêtue comme la déesse Isis, elle se déclara reine des rois et nomma Césarion, roi des rois. C'était une déclaration audacieuse, et Rome ne le prit pas à la légère, surtout Octavien, qui était furieux. Il critiqua publiquement Antoine pour son alliance avec Cléopâtre et l'accusa de trahir les intérêts romains. Leur partenariat commença à s'effriter. Octavien lança également une véritable guerre de propagande contre Cléopâtre. Il l'accusa d'utiliser la sorcellerie pour séduire Antoine et corrompre les valeurs romaines. Il la présenta comme une menace étrangère à la civilisation elle-même. Une rumeur populaire prétendait que Cléopâtre avait dissous une perle inestimable dans du vinaigre juste pour gagner un pari. Une preuve supposée de son extravagance et de son mépris pour la vertu romaine. Mais Cléopâtre ne se laissa pas faire sans se battre. Elle repoussa la campagne de diffamation, essayant de protéger sa réputation et son royaume contre la montée de l'hostilité romaine. Cléopâtre et Antoine étaient sous une pression croissante à mesure que le conflit se poursuivait. Mais Cléopâtre n'était pas du genre à reculer. Le 2 septembre 31 avant J.C., la grande bataille navale connue sous le nom de bataille d'Actium eut lieu. Cléopâtre commanda personnellement 60 navires, en plein cœur de l'action à bord de son vaisseau amiral, l'Antonius. Une décision audacieuse, surtout pour une femme à l'époque. Elle se battit férocement, bien que son approche de la diplomatie fût tout aussi audacieuse. Malgré leur détermination, les forces de Cléopâtre et d'Antoine commencèrent à faiblir. Ils cherchèrent des alliés partout où ils le pouvaient, par tous les moyens nécessaires. Une histoire non confirmée prétend que Cléopâtre, pour gagner le soutien d'un allié, lui envoya la tête de son rival. Vrai ou non, l'alliance ne changea pas leur sort. En 31 avant j'y pense, les choses allaient si mal que Cléopâtre commença à voir Antoine comme un handicap plutôt qu'un atout. Elle commença à préparer la transmission de l'Égypte à son fils Césarion et fit des plans pour s'échapper en Inde, où elle espérait trouver refuge et se rétablir. Mais ses espoirs furent anéantis lorsqu'un des généraux d'Octavien brûla toute sa flotte. Sans chemin clair devant elle, elle dut envisager des options plus désespérées. Se sentant de plus en plus piégée, Cléopâtre pensa qu'elle pourrait devoir emprunter la seule voie qui lui restait. Certains rapports, peut-être de la propagande d'Octavien, prétendaient qu'elle commença à tester différents poisons sur des prisonniers et des serviteurs pour trouver le plus clément, au cas où elle devrait l'utiliser sur elle-même. Aussi sinistre que cela puisse paraître, ce n'était pas une issue déraisonnable. En août 30 avant J.C., les forces d'Octavien dominaient complètement. Les armées, cavalerie et flotte d'Antoine se rendirent les unes après les autres. Il se retira dans son palais à Alexandrie avec Cléopâtre, attendant l'inévitable. Inquiète qu'Antoine soit devenu un handicap dangereux, Cléopâtre lança une dernière tromperie. Elle s'enferma dans son tombeau et ordonna à ses serviteurs de faire passer le mot qu'elle était morte. Peu après, Marc-Antoine mourut. Octavien entra à Alexandrie, prit le contrôle du palais et saisit les 3 plus jeunes enfants de Cléopâtre. Il lui offrit la sécurité sous la garde romaine, mais un espion l'avertit qu'Octavien prévoyait de l'emmener à Rome et de l'exhiber comme un trophée de guerre. Déterminée à éviter une telle humiliation, Cléopâtre fit son dernier mouvement. Le 10 août 30 avant Janzé, Cléopâtre prit du poison avec ses serviteurs les plus loyaux. Certaines sources disent qu'ils se portèrent volontaires. La grande reine Pharaon mourut à 39 ans, probablement dans son palais, ou peut-être même dans son tombeau, selon le récit auquel on croit.
Personne ne sait exactement comment Cléopâtre est morte, mais les spéculations allaient pour les bons trains. Quoi qu'il en soit, sa mort marqua la fin de sa dynastie. Après la mort de Cléopâtre, Césarion s'enfuit en Haute-Égypte, mais Octavien le ramena à Alexandrie avec de fausses promesses qu'il pourrait régner. Au lieu de cela, le garçon fut exécuté. Cela mit fin à la période hellénistique en Égypte, faisant de Cléopâtre la dernière pharaone hellénistique active. Avec la disparition de Cléopâtre, l'Égypte devint une province romaine sous le contrôle d'Octavien. Il se renomma Auguste et devint le premier empereur de Rome, accumulant des pouvoirs constitutionnels considérables. Pourtant, c'est Cléopâtre qui serait bien plus vivement souvenu. Près de 2000 ans plus tard, Cléopâtre devint une icône de la culture populaire. Pendant la vague d'égyptomanie qui balaya le monde occidental en Grande-Bretagne victorienne, elle fascina le public. Son image apparaissait sur tout. Des lithographies et cartes postales aux lampes à huile et boîtes de cigarettes. Mais beaucoup de ces représentations n'étaient pas exactes. Aujourd'hui, Cléopâtre est souvent considérée comme une séductrice époustouflante et rusée, irrésistible pour les hommes, une image véhiculée par d'innombrables films et livres. Mais cela ne correspond pas au registre historique. En vérité, elle n'eut que 2 amants connus, Jules César et Marc-Antoine. Peu de sources anciennes parlent de sa beauté physique. La plupart louaient son charme, son intelligence et son esprit. Ainsi, bien que l'histoire et la culture populaire se concentrent souvent sur sa vie amoureuse, elles passent à côté de l'essentiel. Cléopâtre était une femme brillante et audacieuse qui parlait plusieurs langues, organisait des événements somptueux, allait à la chasse et au combat et ébranlait les fondations même de l'Empire romain. Merci d'avoir regardé History Expose. Si vous aimez découvrir les meilleures histoires de l'histoire, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous. N'oubliez pas de visiter notre page principale, FactNate, pour découvrir d'autres faits incroyables sur tout.